C'est pour moi un très grand plaisir que de me trouver parmi vous aujourd'hui pour évoquer cette question très intéressante de l'internationalisation du RMB et de la place de Hong Kong dans le cadre de ce processus. Je vais faire une présentation PowerPoint. À droite, il y aura la version en anglais. À ma droite et plutôt à ma gauche, c'est-à-dire à votre droite, il y aura la traduction en français. J'espère que la traduction a bien été effectuée, car malheureusement, je ne comprends pas le français. Je ne peux pas juger de moi-même. Nous commençons, si vous le voulez bien. Donc, nous demandons à la régie de bien vouloir commencer avec la première diapo. Alors, cette histoire a commencé il y a une dizaine d'années. Avant 2004, nous savions qu'il y avait un pays qui se développait très rapidement, qui s'appelle la Chine, mais le RMB était utilisé, mais principalement dans ce marché financier de la Chine. Il y avait beaucoup de limites empêchant le flux du RMB à l'extérieur de la Chine. Vous voyez donc sur ce slide une rivière qui sépare le marché de la Chine continentale, de la Chine mainland China et du reste du monde. Mais en 2004, il y a eu quelque chose. C'était un dispositif pilote qui s'appelait les comptes personnels, les comptes privés. C'était une politique qui a permis aux résidents de Hong Kong, et uniquement aux résidents de Hong Kong, de pouvoir ouvrir un compte bancaire, d'avoir la conversion et d'avoir donc des comptes de courants et des comptes d'épargne, des comptes de dépôt. Ceci a commencé il y a 10 ans. 5 ans après, en 2009, un autre projet pilote qui a été lancé sur le règlement des transactions commerciales en utilisant le RMB. Et en 2009, quand ce dispositif a commencé, il était de nature modeste, principalement un grand nombre de corporates dans la Chine continentale, dans 5 villes, avaient le droit d'utiliser le RMB pour les règlements avec Hong Kong, Macao et 10 pays de l'Asie du Sud-Est, de l'ASEAN. C'était très modeste au départ, ce dispositif. Et 2 ans après, eh bien, vous voyez que le pont augmente de taille, le trafic augmente sur le pont, et en 2011, tout le commerce extérieur de la Chine vers le monde extérieur et les transactions courantes pouvaient être réglées en RMB. Et vous voyez que ce pont maintenant soutient un trafic soutenu. Mais 2011 a été également une année importante. Il y a une ou d'autres autres importantes réformes qui ont été lancées cette année. La première a été le dispositif des investissements directs. En 2011, Pékin a introduit une politique autorisant les entreprises de la Chine continentale, lorsqu'elles vont vers les États-Unis ou ailleurs, pour les fusions, acquisitions et autres activités de ce type, de pouvoir utiliser le RMB. Et ensuite, les entreprises, dans la même année, les entreprises étrangères investissant directement en Chine, autrefois qui ne pouvaient utiliser que le dollar de Hong Kong, le yen ou le dollar, ont pu, à partir de 2011, elles ont pu donc, ces investissements étrangers pouvaient utiliser le RMB pour faire ces investissements en Chine. C'est-à-dire qu'il n'était pas nécessaire pour eux de faire passer ou de traduire leurs devises étrangères en RMB. Ceci a encore augmenté le trafic. En 2011 également, nous avons commencé à voir des investissements de portefeuille qui ont été utilisés. Et les deux aspects importants de ces investissements de portefeuille par les étrangers vers la Chine étaient des investissements dans le marché interbancaire des obligations. Les banques centrales pouvaient intervenir donc sur ce marché obligataire. Et en 2011 également, il y a eu le dispositif RQFII permettant aux gestionnaires de fonds étrangers, aux investisseurs institutionnels d'investir en Chine continentale en RMB. Donc, vous voyez que 2011 a été très important comme année pour ouvrir les marchés des capitaux en Chine. 2014.
On a ajouté encore quelque chose à ces investissements de portefeuille. On a lancé le système Shanghai Hong Kong Stock Connect. Donc, c'est un jalon très important car cela permet à Hong Kong et aux investisseurs étrangers d'investir par la plateforme de Hong Kong et vice-versa. Tous les investisseurs pouvaient investir dans des actions listées aux côtés sur la banque de Hong Kong par la plateforme de Shanghai également. Donc, dans les deux sens. En général, on peut dire que voilà où on en est pour 2014. On a, comme vous le voyez, un pont très large permettant un trafic dense allant vers la Chine continentale et de la Chine continentale vers le reste du monde. C'est donc un jalon très important pour ce développement des comptes courants et des comptes de capitaux. Avec tous ces ponts, ces passerelles qui ont été construites, ouvrant donc la possibilité au trafic, quels sont les effets de tout cela? Quels sont les effets que nous voyons se dessiner? En 2009, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, en ce qui concerne les échanges internationaux et les investissements directs étrangers vers la Chine, entrant donc en Chine, ou bien les investissements directs étrangers sortant depuis la Chine, tout ceci était zéro. Il y avait 0% de ces transactions qui étaient, ou de ce type d'investissement qui se faisait en RMB. C'était uniquement dans les devises étrangères. 5 ans après, nous voyons la part détenue par les investissements libellés en RMB. Vous voyez qu'il y a une augmentation constante. De 0 en 2009, nous sommes passés à environ 20-21% du commerce international qui est libellé maintenant en RMB en 2014. Vous pouvez imaginer donc que pour les investissements directs étrangers en Chine, c'est utile de pouvoir utiliser le RMB et le ratio des IED vers la Chine a augmenté considérablement dans les investissements entrants à 32%, mais même pour les investissements directs vers l'étranger, c'est-à-dire sortant depuis la Chine, c'est passé à 18%, alors que c'était à 0. Alors, où est-ce que Hong Kong se situe dans tout ce processus? Eh bien, bien évidemment, c'est le commerce qui est important parce que le règlement des transactions commerciales, c'est le pilier principal de ce dispositif. Et en termes de transactions commerciales réglées par le RMB à Hong Kong, vous voyez qu'on est parti en 2010 à une petite quantité. Maintenant, on arrive à 6 milliards de yuan pratiquement. Il y a eu près de 73% d'augmentation par rapport à la même période de l'an dernier, entre 2013 et 2014, par exemple. En ce qui concerne les liquidités en RMB, donc c'est la réserve de liquidité la plus grande dans le monde en termes de RMB, à 1 trillion 130 milliards de yuan. Alors que c'était de 1,5 trillion en 2013. Vous voyez que la plus grande partie, d'ailleurs, se fait à Hong Kong. En ce qui concerne le financement pour les obligations émises en RMB, ce qu'on appelle aussi les obligations dim sum, obligations donc qui sont échangés sur la place de Hong Kong. Pour les 9 premiers mois de cette année, on atteint déjà 164 milliards de yuan, bien au-delà de la quantité pour toute l'année de l'an dernier. Un autre point que je voudrais faire remarquer ici, c'est que c'est le volume quotidien moyen du système RTGS en yuan. Donc, ça représente les transactions financières qui ont lieu chaque jour. Et les chiffres que vous voyez ici, la valeur, montre le volume qui passe par le système bancaire de Hong Kong. Nous voyons qu'en 2010, c'était négligeable, de l'ordre de 5 milliards de yuan par jour en moyenne, mais le chiffre a augmenté sans arrêt. Pour la premier semestre de cette année, ça a atteint les 700 milliards. Et le mois dernier, on était à 800 milliards par jour de yuan.
en ce qui concerne la dimension internationale et les règlements internationaux qui se font en RMB. Le RMB est passé d'une position très faible à la 7e devise la plus utilisée par le système SWIFT. SWIFT, donc, ça représente les paiements internationaux. La dernière statistique nous montre que pour le premier semestre de cette année, les paiements SWIFT en RMB atteignaient les 7 trillions de dollars en valeur. Et la proportion qui passe par Hong Kong est de 72%. Donc, je vous ai donné toutes ces statistiques. Je voudrais maintenant mettre en exergue un ou deux points pour résumer ma présentation, si vous le voulez bien. Nous sommes maintenant dans une nouvelle ère, une ère vraiment très excitante, très passionnante, dans laquelle le RMB, le yuan, commence à être internationalisé dans un certain nombre de domaines, dans le domaine des règlements commerciaux, dans le domaine du financement commercial et des investissements. C'est important parce que l'utilisation du RMB va faciliter, en fait, les transactions et les activités dans tout le domaine des transactions commerciales, des investissements et de réserves et des investissements également. Donc, il y a un potentiel considérable pour cette monnaie. Et dans le cadre de ce processus, Hong Kong est la première place financière du RMB offshore, car nous avons une plateforme unique pour les produits et les services libellés en RMB. Donc, liquidité, émission d'obligations et autres produits financiers. Dernier point important, qui est important, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, nous sommes convaincus que dans ce cadre de ce processus d'internationalisation du RMB, les centres situés à l'étranger, y compris la place de Paris, qui est une place financière très importante à Paris, peuvent travailler. Donc, cette place peut travailler la main dans la main avec Hong Kong pour développer et capturer cette opportunité considérable qui se présente dans ce domaine. Et ce matin, j'ai envoyé un protocole d'accord, j'ai signé un protocole d'accord avec la Banque de France, convenant entre nous que nous allons approfondir encore la coopération entre nous et permettre au secteur privé de développer de plus avant les liens avec Hong Kong. Il s'agit de faire croître le gâteau à se partager. On n'est qu'au début d'une nouvelle ère et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et dans le cadre de ce processus, les banques centrales peuvent œuvrer de concert et aider les secteurs privés, les banques et autres investisseurs institutionnels, pour développer notre part et pour donc faire des affaires ensemble, pour faire croître l'environnement, permettant aux banques centrales, aux banques privées de travailler de concert. Je vais m'arrêter ici, sans plus attendre. Je termine ici ma présentation et je vous remercie de votre attention. Merci, mesdames et messieurs. Eh bien, merci beaucoup, Norman, pour cette présentation pleine d'informations. Je vais maintenant demander aux différents membres du panel de bien vouloir venir à la tribune. Je vais demander à M. Denis Beau, qui est directeur général des opérations à la Banque de France, de venir à la tribune. Bienvenue, monsieur. Je vais demander à M. Arnaud Bresson, qui est directeur général de Paris Europlace, de venir également à la tribune. Je vais demander à Mme Anita Fung, directrice générale du groupe et directrice générale de HSBC Hong Kong. Je vais demander à M. Romesh Lamba, qui est président des marchés mondiaux pour Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, et M. Paul Yang, qui est directeur de Greater China et directeur général de BNP Paribas pour Hong Kong. Messieurs et Madame, je vous donne la parole. Bien, alors c'est un grand plaisir que d'avoir parmi nous ce panel de personnes éminentes qui vont s'exprimer. Et sans plus attendre, je vais commencer peut-être à poser à chacun des panélistes de s'exprimer pendant 5 minutes à peu près. Et ensuite, nous allons recueillir des questions dans la salle, depuis la salle. Rappelez-vous que on vous a donné des petits morceaux de papier pour poser
ou en tout cas écrivez vos questions sur un morceau de papier et donnez-les à une des hôtesses. Ça nous permettra suffisamment de temps ensuite de pouvoir avoir une séance questions-réponses. Et j'espère que ce sera véritablement une session interactive qui va suivre. Tout d'abord, je vais me tourner vers Denis. Monsieur Beau, vous représentez la Banque de France. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous voyez le rôle du RMB pour renforcer les liens commerciaux qui existent entre la France et la Chine? Eh bien, merci beaucoup. Merci à chacun et bonjour à chacun dans cette salle. Je vais commencer, si vous le voulez bien, à remettre votre question en perspective, en tout cas à la remettre dans la perspective française. Et je voudrais dire tout d'abord que Paris a émergé au cours des dernières années comme étant une place importante pour les transactions RMB en Europe continentale. Et il y a plusieurs jalons importants. Premièrement, il y a eu le développement de relations commerciales bilatérales entre la Chine et la France. À l'extérieur de l'Union européenne, la Chine est la deuxième exportation des produits et des marchandises françaises et le deuxième exportateur de produits vers la France. Et ensuite, il y a de plus en plus que les entreprises françaises considèrent qu'il est important de faire des transactions en RMB, pas seulement pour les transactions financières, mais à des fins de financement et à des fins d'investissement également. Comme donc, 20% du commerce franco-chinois se fait en RMB. Vous avez parlé de statistiques tout à l'heure. Et lorsque l'on regarde les statistiques du point de vue de Paris, aujourd'hui, plus de 44% des paiements et de la valeur des paiements faits entre la France et Hong Kong sont libellés en RMB, alors que c'était 36% en juillet de l'an dernier et 6,5% seulement il y a 2 ans. Cela donne, je pense, à la France une situation de premier rang en Europe en ce qui concerne les paiements en RMB. Même si le marché est toujours dominé par les émetteurs asiatiques dans le domaine des actions RMB, mais les émetteurs français sont les plus actifs dans ce marché parmi les étrangers. Jusqu'à présent, 10 millions de RMB ont été émis par les corporates français en France et par le CMU, donc la CSD de Hong Kong. En plus de cela, la Bank of China a émis des obligations pour 2,5 milliards de RMB à Paris. Et last but not least, les services financiers du RMB offerts à partir de Paris sont bien étendus et comprennent des services bancaires et à nouveau émission d'obligations et autres produits financiers. Je suis certain que les autres membres du panel qui sont banquiers développeront cela. Donc, ceci devrait continuer à alimenter très fortement la demande pour les services transfrontaliers en RMB entre la France et la Chine à l'avenir. Et ça devrait assurer le développement de Paris comme une place financière importante pour le RMB par rapport au contexte de l'intégration accrue de la Chine dans l'économie mondiale et par rapport au progrès de la Chine dans le domaine de la libéralisation de son système financier. Cependant, il y a les défauts de ceci devrait être compensé par 2 choses, le soutien des autorités publiques tout d'abord, et deuxièmement, l'engagement de la communauté financière française de faire croître les activités de Paris en RMB. En ce qui concerne le premier vecteur, c'est-à-dire le soutien des autorités publiques, qui a été annoncé par le dialogue de haut niveau, le dialogue économique de haut niveau entre la France et la France qui a eu lieu à Pékin en décembre 2013, qui a été suivi ensuite par un deuxième sommet à Paris en septembre de cette année, le 15 septembre. Je voudrais souligner que ceci a conduit à un certain nombre de réalisations concrètes et, à mon avis, importantes. Et je voudrais en mentionner uniquement 4. La première, c'est les contrats de swap de devises étrangères à la fois entre l'euro et le RMB qui ont été signés entre la Banque centrale européenne pour les banques centrales de l'eurosystème
et puis la Banque centrale chinoise en octobre 2013. La Banque de France a soutenu les discussions et l'établissement d'un tel système de swap sur devises et nous pensons que cela fournira des bonnes facilités de liquidité pour le RMB dans les banques de l'eurozone et ça devrait faciliter le développement de services payés en RMB. Deuxièmement, il y a eu le quota de 80 millions de RMB qui a été octroyé dans le cadre du programme RQFI qui a déjà été mentionné et qui a été pris par les institutions financières. Ceci permet à ces institutions financières françaises d'utiliser le yuan offshore pour pouvoir investir dans le marché des valeurs boursières de la Chine continentale. Deux de ces institutions financières, Paribas, BNP Paribas et Carmignac, gestion d'actifs, ont été qualifiées le mois dernier par l'autorité financière pour demander des quotas individuels. Troisième réussite importante, c'est le protocole d'accord que nous avons signé avec la Banque populaire de Chine pour suivre le développement des dispositions en matière de compensation et de règlement pour soutenir le développement du marché offshore à Paris pour la zone euro. Ce protocole d'accord a été suivi récemment, en septembre, le 15 septembre, par la désignation d'une banque de compensation, Bank of China, pour le marché offshore à Paris. Dernière réalisation, vous l'avez déjà mentionné, Monsieur Chan, c'est le protocole d'accord que vous avez signé ce matin même avec la Banque de France en vue de développer la coopération entre nos deux banques centrales pour faire croître l'activité RMB dans nos centres financiers respectifs. Et dernier point maintenant, pour conclure mes remarques, en ce qui concerne le deuxième vecteur, c'est-à-dire l'engagement de la part de la place financière de Paris sous l'égide de Paris Europlace, en vue de développer plus avant son rôle de place de centre financier RMB en Europe. Ceci a conduit à des développements concrets, une fois de plus, au-delà de la disposition de tous les services financiers que l'on voit déjà. Je voulais mentionner ici qu'il y a eu 3 banques françaises qui ont été sélectionnées le mois dernier par les autorités financières pour devenir des market makers sur la paire de devises euro-RMB en Chine. Ça illustre l'engagement des principales banques de la place française de promouvoir la liquidité en RMB. Collectivement, la communauté bancaire française est engagée à mettre en place rapidement un système RTGS comme étant une première étape dans le développement d'une infrastructure de compensation et de règlement ici même à Paris. Un travail préparatoire est d'ailleurs a d'ailleurs eu lieu et se déroule bien. La cible consiste à faire en sorte que le RTGS soit en place au milieu de 2015. Et ce système de paiement aura pour but de développer le développement d'un marché offshore pour l'euro et au-delà, selon le modèle que la communauté de Hong Kong a développé il y a plusieurs années pour régler les paiements offshore en RMB. Pour conclure mes remarques, je voudrais mettre l'accent sur le fait que la dynamique de cette internalisation du RMB est telle que des approches plurilatérales et des coopérations entre les places financières internationales seront bénéfiques pour développer plus avant l'utilisation du RMB par les institutions financières et les autres corporates. Et je vois que la signature aujourd'hui du protocole d'accord entre la Banque de France et la Banque centrale de Chine est une étape importante dans ce sens, qui devrait faciliter le commerce et les investissements entre la Chine, Hong Kong et Paris. Merci de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Denis, pour ce survol très complet de la situation.
Nous allons parler de deux moteurs de ceci, c'est-à-dire les engagements et le commerce. Et j'en viens maintenant à M. Brasson, mais qui parlera un petit peu plus tard. Avant cela, je voudrais donner la parole à Anissa. Si vous me le permettez, madame. Je me demandais, est-ce qu'il y a pas mal de représentants de grandes entreprises dans l'Assemblée et pas mal d'entre eux sont des directeurs financiers des petites entreprises, mais quels sont les éléments, les enseignements essentiels que les dirigeants de grandes entreprises en France et en Europe pourraient reprendre de leur ou tirer de leur participation à une transaction commerciale en renminbi? Merci, Norman. Je crois que pour les grandes entreprises en France, il est certain que l'élément d'incitation ou la justification de s'engager dans des transactions en renminbi serait très différente de ce que serait une motivation il y a 5, 6 ou 7 ans, quand nous avons commencé à utiliser le renminbi comme monnaie d'échange et quand le taux de change, en fait, était introduit dans le système de la gestion du taux flottant en 2005, lorsque, pour la première fois, il y a eu une appréciation de 8,26 à 8,11, 2%, donc une revalorisation en 2005. Aujourd'hui, le renminbi s'est revalorisé d'un pourcentage élevé de plus de 15%. Donc, la revalorisation de la devise n'est pas nécessairement ce qui nous motive à avoir des échanges commerciaux dans cette monnaie, mais c'est plutôt les besoins des transactions sous-jacents. Et plus particulièrement, je crois que pour la France, pour les entreprises françaises à Paris ou ailleurs en France, je crois qu'il y a des raisons fondamentales qui justifieraient votre intérêt dans le renminbi. Ou parce qu'il y a des relations fondamentales entre la France et la Chine dans les investissements et dans les affaires, aussi bien historiquement que de manière contemporaine. Comme Denis et Norman l'ont évoqué précédemment, la France s'est très bien portée pour ce qui est du développement de ces échanges commerciaux en renminbi. Par exemple, dans l'accord commercial et les dépôts ont augmenté considérablement. Maintenant, vous avez l'équivalent de 20 milliards, donc une augmentation de 100% depuis 2012-2013. Mais ce qui est plus important, c'est quels sont les avantages pour les grandes entreprises à utiliser le renminbi comme devise d'échange. Tout d'abord, d'un point de vue commercial d'abord, et ensuite d'un point de vue de financement. D'un point de vue commercial d'abord, nous avons mené plusieurs études et enquêtes à Hong Kong et en particulier depuis que nous nous sommes intéressés en particulier à l'internationalisation du renminbi. Et dans l'enquête qui a été menée par HSBC, sur un grand nombre de leurs clients en 2013, plus de 50% des entreprises que nous avons interrogées dans cette enquête avaient le sentiment qu'elles pourraient réduire leurs coûts en utilisant le renminbi dans leurs accords commerciaux, dans leurs échanges commerciaux plutôt. Et la raison en est très simple. Quand vous pensez à faire des échanges commerciaux avec vos correspondants chinois, ceux-ci seront plus disposés à vous donner des prix plus intéressants quand vous les payez en renminbi. Parce que, au moins, ceci est la devise de l'un des deux contractants. Le dollar américain n'est la devise ni de l'un ni de l'autre. Deuxièmement, parce que le marché se développe de plus en plus, le cours des transactions en renminbi est extrêmement liquide, donc vous ne vous engagez pas dans ce qu'on appelle le spread ou les transactions et leurs effets. Dans le marché offshore ou à Hong Kong, le montant journalier des transactions dépasse les 30 milliards de dollars américains pour ce qui est du spot et du forward. Et il y a une excellente demande et un marché extrêmement porteur. Il y a également un soutien en liquidité donné par la Banque de Hong Kong. Nous avons donc assez de liquidité pour couvrir le renminbi à T plus 1 ou T plus 0 pour des transactions d'un jour à l'autre, aussi bien que ce soit pour un jour ou pour une semaine. Pour ce qui est du financement, si vous réfléchissez maintenant à des entrepreneurs qui essayent de trouver des fonds,
vous devriez évidemment réfléchir à utiliser le renminbi comme devise dans vos tours de table, parce que c'est une bonne ressource de financement et vous devriez essayer d'utiliser Hong Kong, puisque nous avons encore la plateforme des obligations dim sum en renminbi. Nous en avons 10 millions maintenant, 10 milliards, pardon, correction de l'interprète. Et donc, les Français sont les émissaires les plus actifs. Aujourd'hui, vous avez l'équivalent de 10 milliards des obligations dim sum à Hong Kong. J'essaie de prononcer ceci correctement, mais c'est une combinaison d'obligations d'entreprises de Air Liquide, Alstom, Veolia, Renault, Lafarge et d'autres émetteurs qui n'en sont pas à leur première émission. Pourquoi est-ce qu'ils utilisent Hong Kong et le renminbi pour leurs émissions obligataires? Parce qu'elles sont faciles à faire des swaps et ça ouvre toute une arène d'échanges internationaux avec des investisseurs internationaux. Et je suis sûre d'ailleurs que des collègues, Romy va en parler d'ailleurs, va parler du développement des échanges commerciaux. Et le Store Connect Shanghai-Hong Kong est aussi un développement récent. Et je suis certaine que ceci permettrait aux entreprises françaises qui veulent investir en Chine en temps utile d'y pénétrer plus facilement et d'ouvrir la porte à des investisseurs chinois quand vous investissez à Hong Kong. Donc, voici des raisons, nombreuses raisons qui pourraient vous donner envie d'utiliser renminbi et essayer d'utiliser et d'ouvrir un compte personnel en renminbi avec BNP Paribas ou HSBC. Merci beaucoup. Alors, c'est une mise en garde et un encouragement en même temps. Vous avez soulevé des points essentiels pour une entreprise française ou européenne d'investir en Chine ou d'avoir des échanges commerciaux avec la Chine. L'utilisation du renminbi est, je crois, un must. Parce que je crois que cela vous permet d'obtenir des prix plus intéressants si vous achetez en Chine et payez en renminbi, et si vous investissez en Chine, qu'il s'agisse de la fabrication, de distribution, de services, quoi que ce soit, si vous arrivez à obtenir des emprunts en renminbi et de payer vos fournitures en renminbi, à ce moment-là, vous avez une correspondance par tête dans la devise, aussi bien de ce qui rentre et qui sort. Il ne faut pas procéder à des hedging, à des couvertures, parce qu'évidemment, ça dépend du coût de l'argent et du coût du financement. Jusqu'à présent, le marché à Hong Kong s'est avéré facile à utiliser pour les investisseurs. Et je crois que nous avons des émetteurs qui reviennent et font des émissions d'obligations d'entreprise à répétition à Hong Kong. Voilà, Arnaud Bresson, représentant de la Banque centrale, va nous parler de deux autorités qui facilitent les choses et l'engagement du secteur privé aussi bien que les autorités locales sont importants. Pouvez-vous nous en dire plus? Merci, Monsieur le Gouverneur, pour cette invitation. J'aimerais tout d'abord remercier chaleureusement le Hong Kong Training Development Council pour avoir organisé cette formidable réunion, ce forum Investir à Hong Kong, ici à Paris. Nous avons été très impressionnés ce matin par le nombre de participants aux différentes sessions. Et Paris, Europlace et la ville de Paris sont plus qu'heureux de pouvoir accueillir ce forum important. Nous avons des contacts réguliers avec Hong Kong et également avec la Chine continentale. Et nous avons l'intention de continuer et d'accélérer le mouvement en profitant des opportunités d'échanges qui se présentent entre Paris et Hong Kong. J'aimerais vous rappeler que Paris Europlace est une organisation intéressante parce que nous sommes quelque chose qui serait comme la ville de Londres, pour ce qui est de Paris, j'entends, mais un petit peu différent. Parce que depuis la création de notre organisation, notre objectif a été de développer un centre financier, une place financière, qui répond aux besoins de ses clients, les entreprises, y compris les petites ou moyennes entreprises, et en finançant l'économie des entreprises. Ça, c'est une différence marquée entre Paris et Londres, c'est que notre organisation permet à tous les acteurs sur le marché de participer, non seulement les banques et leurs intermédiaires, mais les investisseurs institutionnels et au premier chef les entreprises.
J'y reviendrai d'ailleurs pour ce qui s'agit des émissions en renminbi. À cause de, ou à travers cette organisation spécifique, notre modèle d'entreprise, notre modèle business model est devenu un modèle post-crise pour les grands marchés financiers émergents. Nous avons signé des accords de coopération en 2009 avec Dubaï, le Qatar. En 2010, nous en avons signé avec Shanghai, Moscou. En 2011, avec NAFME à Beijing. L'année dernière, avec le Maroc et l'Algérie. Je crois que j'ai déjà mentionné à M. le ministre Zhang que nous serions très intéressés de développer une coopération plus étroite avec Hong Kong. Donc, pour en revenir à notre point, je crois que ceci ne fera que confirmer ce qu'a dit Anita précédemment, c'est que, tout d'abord, Paris Europlace, notre organisation, s'est mobilisée. Et ceci depuis le début, depuis la première annonce faite par les autorités chinoises de l'internationalisation du renminbi et depuis les premières mesures mises en place pour ce faire. Nous avons établi un comité de direction tout particulier avec le soutien de la Banque de France. Ceci pour mettre en relation tous les acteurs sur le marché, aussi bien français que chinois, émetteurs, investisseurs, banques, pour travailler à cette collaboration, établir une feuille de route pour pouvoir développer les services et les activités en France et à Paris. Notre objectif principal a été de développer des activités permettant de financer le commerce. Et comme vous l'avez dit, Monsieur le Gouverneur, ceci a été la première priorité concrète pour le développement du renminbi et pour mobiliser les grandes entreprises. Ce que nous savons aujourd'hui, qui est le résultat d'une enquête que nous avons menée l'année dernière sur la manière dont les entreprises françaises et européennes utilisent le renminbi, c'est que, et nous pouvons vous le dire aujourd'hui, que plus de 50% des dites entreprises du CAC 40 utilisent déjà le renminbi dans leurs transactions commerciales, dans leur paiement. Et ceci est pas mal, mais pas encore assez. Nous allons aller plus loin, mais c'est déjà la moitié, donc 50%, ce qui est beaucoup plus que dans d'autres pays. Quelles sont les motivations principales à utiliser le renminbi? Et ceci en revient à votre point. Je suis en train de lire les résultats de l'enquête. Premier point, d'améliorer la couverture des taux de change et d'éviter la volatilité à 90% pour les entreprises. Deuxièmement, d'éviter de devoir utiliser une devise tierce, le dollar US, pour 80%. Troisièmement, de répondre à la demande des partenaires commerciaux chinois pour 60%. Pour améliorer le cash management pour 40%, ensuite de gagner un avantage concurrentiel par rapport aux concurrents pour 20%, et dernièrement pour améliorer le pricing des produits et obtenir de meilleurs prix de leurs clients chinois ou des personnes qui vendent en Chine. Donc voici les motivations principales, celles que je viens d'évoquer, et ce sont les manières concrètes qu'utilisent les entreprises aujourd'hui. Notre responsabilité est d'accélérer le mouvement, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, pour répandre ces informations et pour faire avancer la compréhension dans le marché en général pour des raisons et des incitations à utiliser le renminbi. Deuxièmement, de communiquer auprès des banques françaises et chinoises les offres pour les investisseurs. Et troisièmement, d'accélérer la mobilisation des acteurs sur le marché. C'est ce que nous faisons à Paris Europlace. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais me tourner vers Paul. Paul, vous travaillez pour une banque qui est active à Hong Kong dans les marchés ou sur les marchés offshore et maintenant vous êtes à Paris. Ma question, c'est la suivante. Comment est-ce qu'une banque comme la vôtre aide les clients en France et en Europe à développer leur activité en Chine à travers le renminbi? Merci, Norman.
Alors oui, j'ai grandi en France et je réalise que Arnaud a pris une partie du temps qui m'était imparti et que Ida l'a exprimé très clairement que je n'ai plus rien à dire, à vrai dire. Mais pour ce qui est de la BNP Paribas, nous savons très bien, nous, clients européens, en fait, on explique comment on a construit le pont à travers les activités commerciales, les investissements directs étrangers, etc. Et ensuite, plus en plus de capitaux entrants en Chine. Donc, je crois que, de mon expérience personnelle, en tout cas, de traiter avec les entreprises européennes, c'est très intéressant parce qu'ils sont très intelligents. Chaque fois qu'il y a un changement dans la réglementation, que ce soit le renminbi ou autre, généralement les Asiatiques ou les Chinois en particulier vont considérer ceci comme une formidable opportunité. Mais les entreprises en Europe, et en particulier les Français, vont dire « Ah, réexpliquez-nous cela ». Parce que le Français est sceptique de nature. Je crois que nous avons passé des années à expliquer le pourquoi du comment. Tout d'abord, il faut faire comprendre à nos banquiers que ça, c'est intéressant pour le client. Et ensuite, une fois qu'on a convaincu les banquiers, on passe pas mal de temps à expliquer aux clients finaux. Et ça a pris pas mal de temps avant que les Européens ne commencent à utiliser le renminbi. Quand on parle des clients européens, on fait la distinction entre les grandes entreprises qui sont très sophistiqués. Anita a mentionné Veolia, Lafarge, Air Liquide et autres entreprises du CAC 40. Je crois que tous ceux-là ont des programmes MTN. Ils savent comment faire des émissions d'obligations d'entreprise. Ils savent comment utiliser la fenêtre d'opportunité. Ils savent comment faire des obligations d'entreprise à un coût favorable. Ils savent quel est le meilleur moment dans la fenêtre d'opportunité, comment se diversifier, etc. Donc, comment ils ont pas mal investi en Chine. Ils peuvent utiliser les fonds qu'ils ont levés offshore à un très bon prix, avec un rendement très concurrentiel, et le ramener onshore, là où les taux sont plus élevés. Donc, pour ces acteurs assez sophistiqués, le jeu est un petit peu différent, parce qu'ils apprennent aussi vite que les banques et ils font l'utilisation maximale des opportunités qui s'offrent à eux. Mais pour les autres entreprises, les mid-cap et autres, ça prend plus de temps à comprendre les rouages du système et à être convaincu que ceci est la manière de procéder. Quand on essaye de vous dire, alors quand vous négociez avec le fournisseur en Chine, lorsque vous négociez avec vos acheteurs en Chine, ils vont probablement penser que le dollar US, ça ne fait pas de sens parce que c'est une devise qui est en train de perdre de la valeur, alors qu'ils vont vous donner un prix plus favorable si vous libellez votre facture en renminbi. Donc, si le directeur financier n'est pas convaincu, ça prend du temps. Ce que nous voyons, c'est que nous sommes assez contents parce qu'en quelques années, avec le développement du marché, nous voyons qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part de l'Europe pour ceci, pour l'attractivité du marché chinois. Et non seulement plus d'entreprises que celles du CAC 40. Il y a des entreprises qui sont prêtes à ouvrir un compte et elles l'ont fait. Elles se couvrent, elles font des hedging, elles essayent de maximiser le retour sur le capital investi. Elles font du financement offshore à meilleur taux que onshore. Elles font du hedging, comme je l'ai dit, sur différents produits. Et à Hong Kong, nous avons pas mal de liquidités disponibles, non seulement parce que nous avons 1 million de milliards en dépôt, mais c'est très facile de faire des grandes transactions, du clearing de grandes transactions en devises étrangères à Hong Kong. Il y a le soutien des autorités, il y a une grande transparence sur le marché. Que ce soit un gros acteur, mais nous avons aussi une grille d'entreprise qui est disponible pour tous nos clients pour savoir quels sont les coûts des fonds et du financement, combien ils vont obtenir s'ils le déposent en renminbi chez nous, fonds de dépôt. Donc le marché est très liquide, totalement transparent, beaucoup plus transparent qu'auparavant, et cela donne beaucoup plus de flexibilité aux clients européens. Et les grandes entreprises financières, ça leur donne plus de facilité à entrer sur le marché et à faire des transactions en renminbi. Donc c'est une évolution positive. Et je crois qu'avec les développements les plus récents en Chine et à Hong Kong, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est d'aider pas mal de multinationales. Nous avons pas mal d'argent qui est investi en Chine et qui ne peut pas sortir, mais ils peuvent faire un pooling, lier les fonds qui peuvent sortir et ceux qui sont en Chine.
Et c'est formidable de voir que maintenant, c'est ce qu'a mentionné Anita, c'est que nous avons pratiquement maintenant le même niveau ou des taux presque équivalents. Et plus ceci se développe, plus nous pensons que la Chine va arriver pas à une convertibilité totale, mais devenir un marché très liquide pour le renminbi. Donc nous sommes très confiants de l'évolution de Hong Kong dans la bonne direction et nous sommes convaincus que ça ne va que s'améliorer. Merci. Merci beaucoup, Paul. Et en dernier, et non des moindres orateurs, je me tourne vers Romy Lamba pour lui demander de faire quelques commentaires sur le rôle de la Bourse de Hong Kong dans le processus de l'internationalisation du renminbi. Est-ce que vous pourriez nous dire également quelques mots sur Stock Connect Hong Kong Shanghai? Merci, Norman. Ce que nous avons évoqué aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est le développement d'une infrastructure ou d'un écosystème financier entre Hong Kong comme une plateforme offshore pour le renminbi. Ceci a commencé vers 2009-2010, comme Norman l'a fait remarquer dans ses transparents. Et le Hong Kong Exchange a toujours dit nous allons être un grand promoteur et nous allons vraiment soutenir l'internationalisation du renminbi, mais nous allons probablement être un bénéficiaire tardif des retombées de cette internationalisation. Et ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de ce qui s'est produit jusqu'à présent, ce sont des transactions spot, de financement d'échanges commerciaux, des certificats de dépôt, des bons dim-sum, etc., des prêts bancaires, en fait, des activités bancaires et financières habituelles qui sont connexes à toute activité commerciale ou à tout type de business. Mais ce que nous voyons de plus en plus, c'est une extension de produits financiers ou une expansion de produits financiers dans d'autres classes d'actifs, et en particulier dans les titres. Notre rôle à Hong Kong Exchange, pour qu'il s'agisse d'augmenter l'internationalisation du renminbi, c'est d'aller plus loin, au-delà de ce qui s'est fait jusqu'à présent. Bien évidemment, les capitaux propres, ce n'est pas un produit protégé. Donc, ce n'était pas nécessairement le produit phare pour l'internationalisation ou la protection du renminbi. Ce que nous avons fait en 2011, c'est que nous avons, entre guillemets, câblé notre système. Nous avons établi l'infrastructure pour la rendre compatible avec le renminbi. Donc, nous sommes une des seules bourses dans le monde qui peut avoir des échanges sur tous les produits en deux devises. Le dollar Hong Kong, qui est notre devise de base, et le RMB. Et plus de 95% de tous nos brokers peuvent également travailler en renminbi et sont connectés à nous. Sans quoi nous ne serions pas du tout en mesure de faire pas mal des choses que nous avons faites. Maintenant, nous avons environ plus de 150 produits en renminbi, la plupart des obligations dim-sum et aussi des ETF qui utilisent le quota RQFI. L'interprète n'est pas sûr. Plutôt que de se baser sur les ETF, ils peuvent envoyer les RMB en Chine et acheter les sous-jacents en physique. Ce que nous voyons évoluer, c'est se passer, c'est deux types d'expansion. La première, comme l'a dit Norman, ce sont les flux de RMB entrant et sortant. Et ceci est lié à Stock Connect Hong Kong Shanghai. Lorsque ceci sera lancé, nous sommes prêts d'ailleurs à démarrer, nous allons avoir un lancement imminent de ceci, c'est que ceci sera complètement révolutionnaire. Ce sont un type d'initiative sans précédent. Nous ne sommes pas en train de créer un nouveau pool de liquidités. Nous ne sommes pas en train de créer un ADR ou un ADR Hong Kong en actions chinoises, mais nous acceptons les commandes à Hong Kong et nous les retransmettons en Chine pour qu'elles soient tradées là-bas et vice-versa. Les investisseurs chinois peuvent placer leurs ordres avec leur broker à travers la bourse de Shanghai et les ordres seront envoyés à la bourse de Hong Kong dans notre structure miroir. Mais pour ceux qui veulent faire des échanges commerciaux en Asie du Nord, ça se passera dans la clearinghouse, le centre de compensation de Hong Kong. Donc ils vont utiliser le pool de liquidité à Hong Kong aujourd'hui pour faire des échanges commerciaux en renminbi. De la même manière, les investisseurs chinois vont trader des actions de Hong Kong, mais qu'ils devront payer en renminbi.
et tous les RMB qui seront collectés à Shanghai seront ramenés à Hong Kong et convertis à Hong Kong. Donc, vous allez avoir deux flux entrants et sortants de RMB. Au départ, il va y avoir des quotas, mais avec le temps, il y aura pas mal de rotation dans les volumes de RMB journaliers, et cela au-delà des transactions spot, etc. C'est complètement révolutionnaire, c'est une mesure tout à fait nouvelle qui va ouvrir le marché chinois et asiatique à n'importe quel investisseur qui est prêt à investir à Hong Kong, c'est-à-dire pratiquement n'importe quel investisseur individuel. Et en dernier lieu, autre chose que nous aimerions faire, c'est de créer des produits offshore en RMB, libellés en RMB, des nouvelles classes d'actifs, et en particulier dans les produits dérivés. Aujourd'hui, nous avons un futur en dollars RMB que on essaye d'étendre avec des pairings, aussi des produits de taux. Et nous allons lancer le 1er décembre 3 produits dans les métaux. Et nous allons utiliser la bourse de Londres pour les prix. Et tous ces contrats sont dénominés en RMB. Petit à petit, vous allez voir une expansion de cet écosystème financier au-delà du secteur financier, au-delà du secteur de l'épargne, pour pénétrer dans d'autres classes d'actifs et de plus en plus. Et quand vous voyez les grands échanges dans le monde aujourd'hui, comme le CME, ICE, Life à Londres, Eurex et autres, ils sont tous très actifs dans les produits dérivés. Et nous voyons que c'est la dimension du futur pour l'internationalisation du renminbi, c'est de créer des produits dérivés dénominés en renminbi à Hong Kong. Merci. Merci, Romy. Alors, en résumé, nous avons fini avec les présentations formelles de nos 5 orateurs. J'ai d'ailleurs tout un paquet de questions ici. Nous n'avons malheureusement pas le temps de les lire toutes, donc je vais essayer, dans la mesure du possible, de les regrouper si elles sont de nature semblable. Première question. C'est une question un peu macroéconomique. Et la question est la suivante, puisque ce n'est pas de ma théorie, je vous lis la question. Puisque la Chine se ralentit, ou si la Chine se ralentissait, est-ce que ceci affecterait le progrès de l'internationalisation du renminbi et dans quelle mesure est-ce que ça affecterait le rôle de Hong Kong dans le développement offshore des marchés en renminbi? Est-ce qu'un ralentissement éventuel en Chine ralentirait l'internationalisation du renminbi? Qui veut répondre à ça? Anita? Oui, moi je veux bien. Merci, Norman. Le ralentissement de la Chine, je crois que ce n'est une surprise pour personne et quelque chose qu'on attend, en tout cas du côté de la Chine, parce que la Chine est en train de mettre en œuvre une réforme structurelle. Si l'on utilisait les 3 mots pour décrire la Chine dans les 35 années précédentes, c'était « Made in China ». Voilà ce qui résume la Chine dans les 35 années passées. Et les 35 années à venir pourraient être mieux décrites par « consommer en Chine ». Nous n'y sommes pas encore, mais pour mettre en œuvre cette réforme structurelle, quand la Chine avait une croissance à 2 chiffres, les critiques financiers diraient bon, c'est pas une vraie croissance, c'est plutôt des investissements en infrastructure, des éléphants blancs, des investissements du gouvernement, des dépenses gouvernementales, alors que maintenant la Chine met en œuvre cette réforme structurelle et bien sûr, il y a les conséquences de la crise globale. Et le monde traverse une période d'incertitude générale et toute l'économie mondiale s'est ralentie, que ce soit les prévisions du Fonds monétaire international ou autres. Vous voyez bien que la croissance s'est ralentie de 1 à 2% au moins en moyenne, et ceci pour les 5 années à venir. Donc je crois que le ralentissement est quelque chose auquel on s'attend évidemment, et surtout quand on regarde les événements sous-jacents du ralentissement, c'est que si la Chine continue de ralentir, mais n'est pas en train d'avancer dans ces réformes structurelles, alors cela soulèvera d'autres questions. Mais ceci ne va pas changer la direction de l'ouverture de la Chine. Et je crois qu'il va y avoir une progression arithmétique de leur progression et de leur ouverture, 1 ou 2% par an. La Chine est un grand pays. Et tout le processus d'ouverture, ils ont toujours essayé de
de maintenir la stabilité, la possibilité de contrôler les choses et l'indépendance. Et je crois que ceci est quelque chose que nous allons continuer à voir. Est-ce que ça va avoir un impact sur Hong Kong? Alors oui, bon. Hong Kong devra simplement gérer tous les défis auxquels nous serons confrontés, comme nous le faisons habituellement, tous les défis mondiaux. Mais ça ne veut pas dire que la Chine, le ralentissement de la Chine, veut dire que Hong Kong jouera un rôle moindre dans l'ouverture de la Chine. Non. Je crois que le ralentissement de la Chine voudra dire que Hong Kong devra en fait accélérer et monter en vitesse pour essayer de jouer un rôle plus actif pour voir comment nous pouvons participer de manière positive à l'ouverture. L'infrastructure de Hong Kong et le développement des marchés financiers à Hong Kong continueront à pouvoir soutenir la Chine et à jouer un rôle dans son ouverture progressive. Je crois que si nous essayons de réfléchir à ce qui va se passer dans les 5 prochaines années, la tendance principale de l'ouverture de la Chine, eh bien, Hong Kong y jouera un rôle et ceci sera dans l'ouverture continue et la libéralisation des échanges en devises étrangères sur le Forex. Nous avons déjà le renminbi qui avait un pourcentage de 1,5 d'autorisation d'utilisation dans l'échange financier. Maintenant, c'est 2%. Pour ce qui est de la convertibilité des comptes et des capitaux, eh bien, elle ne fait qu'augmenter. Hong Kong va avoir un rôle de plus en plus important à jouer dans les flux entrants et sortants de capitaux, et aussi bien pour attirer des investisseurs internationaux qui utiliseront Hong Kong comme une porte d'accès à la Chine. Donc, Hong Kong, je crois, deviendra encore plus intéressant et deviendra de plus en plus progressiste, si je puis dire, pour ce qui est de la gestion de ces incertitudes. Paul. Merci, Norman. Je crois que la question, c'est de savoir surtout, enfin du moins de la manière dont je vois les choses, c'est que si vous vous souvenez de la crise en 2008, la crise des subprimes, nous avons vu ce qui s'en suivit. Eh bien, si je me souviens bien, tout le monde a continué à faire des échanges en dollars US et à utiliser le dollar US comme monnaie d'échange. Personne n'a fait une corrélation entre la robustesse d'une économie et le fait que nous utilisons la devise comme monnaie d'échange. Alors, je suis d'accord avec Anita pour dire que la tendance est claire. Et comme la Chine se développe et qu'elle devient la 2e puissance économique mondiale, il est important pour la Chine de pouvoir utiliser sa propre devise comme moyen de paiement. Et tant que nous pensons que même si la Chine se ralentit un petit peu à court terme, et je crois que d'ailleurs c'est une bonne chose pour le monde et c'est bien d'ailleurs pour la Chine qu'ils arrivent à refaire l'ingénierie de leur business model, il y a une valeur acquise déjà. Le renminbi ne sera pas sans valeur et la Chine va continuer à pousser l'internationalisation de la devise. Il n'y aura pas de corrélation directe, je crois, entre le ralentissement de l'économie et le fait que les gens délaissent cette devise. Non, voilà mon point de vue. Merci. Oui, pour ajouter un point, la réforme structurelle, très bien, en Chine, oui. Mais je crois que le deuxième aspect qui est très impressionnant également maintenant, c'est la façon dont la Chine est en train de développer la croissance de l'exportation des capitaux. La dernière semaine, nous avons vu que pour la première fois, la Chine a été un exportateur net de flux en capitaux. Cela signifie que les investissements à partir de la Chine s'accélèrent et se développent rapidement. Et je crois que ce sera la deuxième raison pour laquelle le RMB doit continuer son processus d'internationalisation. Et il est important que nous contribuions à ce mouvement. Je suis tout à fait d'accord, cependant, avec le Hong Kong Stock Exchange et le Hong Kong Shanghai Stock Exchange Connect va sans aucun doute accélérer cette tendance. Pour nous, à Paris, en tant qu'acteurs européens, nous sommes tout à fait prêts à accueillir favorablement ces investissements chinois en Europe, à Paris. Nous avons une offre très forte dans le marché des valeurs mobilières, dans le marché corporate, et dans le domaine des obligations, dans le domaine des bons de trésor, dans le domaine des activités de gestion de patrimoine également. Il y a des représentants d'ailleurs de ce secteur dans cette salle.
et d'offrir donc tout cela aux investisseurs institutionnels chinois. Nous avons deux messages principaux aujourd'hui à la Chine. Premièrement, le RMB et la façon dont on contribue. Et deuxièmement, une offre plus générale à offrir aux investisseurs institutionnels de la Chine. Nous sommes très, très impressionnés par la façon dont les autorités chinoises soutiennent ce mouvement pour que les investisseurs chinois puissent se déployer à l'étranger. Merci. Je voudrais ajouter une chose, un dernier point, si vous le voulez bien. La question était, c'est vrai, pour répondre à la question, c'est vrai, on ne voit plus des taux de croissance de 10-12 %, mais on voit à l'heure actuelle 7,5 % de taux de croissance. Ça, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il y a un ralentissement de l'économie de la Chine à partir de ces taux très élevés de croissance. Mais la Chine était très différente de là où elle était il y a 10-15 ans. En 2000, par exemple, le PIB de la Chine était que 1 000 milliards de dollars américains. L'an dernier, ça avait dépassé les 9 000 milliards de dollars américains. Deuxième plus grande économie du monde. Mais ensuite, donc, avec avec un taux de croissance de 10 %, avec une base de 9 000 milliards de dollars des États-Unis, en 7 ans, on a doublé. C'est extraordinaire. Si vous comparez la croissance dans le reste du monde, pendant un certain temps, on a donc une Europe assez faible. On a la croissance américaine qui n'est pas spectaculaire, 2 ou 3 %. L'économie américaine représente 15 000 milliards de dollars, mais la croissance est beaucoup plus faible. Donc, il faut penser à la proportionnalité des opportunités de croissance qui se présentent. Si vous êtes un corporate recherchant des opportunités d'expansion pour vos affaires, vous regardez vers l'Est, vers l'Orient, sans aucun doute. Et dans le processus, on doit s'adapter à un nouvel environnement. Le RMB va amener des avantages, des bénéfices des deux côtés. Donc la Chine n'est plus seulement une grande usine, une grande manufacture comme c'était il y a 10-15 ans. C'est maintenant également un grand marché de la consommation, un marché en expansion rapide. Et si vous avez un produit supérieur en France, si vous voulez, il faut penser à étendre votre marché vers la Chine, parce que ça vous amènera beaucoup d'avantages. Et maintenant, la Chine est un exportateur croissant de capitaux. Si vous voulez, si vous avez manqué de capitaux pour investir, où est-ce que vous vous adressez en plus de votre source ordinaire de capitaux? Eh bien, regardez à nouveau vers l'Est, vers l'Orient. Parce que les capitaux chinois ont besoin, eux aussi, d'opportunités, d'occasions d'investissement à l'extérieur de la Chine. Pas seulement en Chine, mais ailleurs également. Et l'Europe, clairement, est une destination attrayante. Mais le secteur privé doit faire des efforts, aussi bien que le secteur public. Ils doivent œuvrer de concert pour que ce processus se fasse. Ça sera une situation gagnant-gagnant. Deuxième question maintenant. Une question un peu qui prêtera à controverse. Peut-être que Denis ou quelqu'un d'autre qui répondra. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais donc la place de Paris développe son activité en RMB, mais Londres est beaucoup plus compétitif. Alors il semblera que ça va être Londres qui va s'accaparer la plupart de ces transactions aux dépens du reste de l'Europe, parce que c'est un secteur. Donc, ne levez pas la main. Restez tout à fait discret si c'est vous qui avez posé la question. Denis ou bien Arnaud? La question concerne une perception de concurrence entre les différentes places financières en Europe. C'est un fait. Ceci étant dit, et Norman a évoqué un aspect important du développement du marché offshore en RMB. C'est une part croissante. C'est une chose que l'on doit garder à l'esprit. Donc, il y a la place pour de nombreuses personnes au soleil, en quelque sorte, puisque la part en RMB, du trafic en RMB continue. En plus, lorsqu'il y a plusieurs acteurs, ils ont chacun des forces différentes et des faiblesses différentes également. En ce qui concerne la place financière de Paris
Et la raison pour laquelle nous sommes tout à fait confiants que le rythme de développement de ce domaine à Paris va s'accélérer et va continuer, mais même s'accélérer, c'est à cause de plusieurs atouts qui sont disponibles à Paris. Et si je voulais en nommer quelques-uns, je dirais que le premier, et j'ai commencé d'ailleurs avec cela en préambule, c'est la force et la qualité et le caractère très dense des relations avec la Chine, relations commerciales avec la Chine. Deuxième aspect financier, ce que nous voyons en ce qui concerne le développement des services, eh bien, nous passons des relations commerciales vers le financement et ensuite vers les investissements. Eh bien, la France a la plus grande industrie de gestion de patrimoine en Europe et le deuxième au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'attrait pour ce système de quotas RQFI. Ça conduit à un certain optimisme en ce qui concerne le développement du marché et le rôle de la place de Paris. Troisièmement, je vais m'arrêter là, c'est que pour un centre financier, pour qu'une place financière se développe, il faut qu'il y ait une infrastructure efficace. Et je crois que Hong Kong a montré que c'est un élément essentiel. Ce n'est pas le seul, mais c'est un élément très important. Et dans cette perspective, on peut dire qu'à Paris, nous avons une longue expérience et un certain nombre d'infrastructures sur lesquelles nous pouvons nous reposer pour offrir aux acteurs du marché une infrastructure très efficiente, très efficace. C'est la raison pour laquelle nous avons l'intention, d'ailleurs, très rapidement, de passer à la disposition d'un RTGS et nous voulons aller au-delà encore. Nous voulons avoir une structure, nous doter d'une infrastructure de règlement et de compensation. Donc, je voulais exprimer qu'il y a un certain nombre d'atouts par rapport aux autres acteurs. La place de Paris est très bien équipée pour jouer un rôle significatif dans le développement du marché en RMB. Très rapidement, parce que j'aime beaucoup votre question prêtant à controverse en tant que représentant de Paris Europlace. Tout d'abord, vous devez vous rappeler d'ailleurs, M. Chang a parlé que ce matin, M. Jefferson a dit que lorsque l'on travaille à Paris, on a toujours des leçons d'histoire, des leçons de culture. Alors, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a 20 ans, lorsque nous avons lancé Paris Europlace, la question en Europe était très simple. Et j'ai eu d'ailleurs la visite de mes amis et homologues de Londres qui m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous créez une place financière à Paris? Il n'y en a qu'une, c'est celle de Londres, qui est tout à fait internationale. Et personne n'attend qu'il y ait d'autres places financières en Europe. » Et j'ai répondu la chose suivante. J'ai dit que sans aucun doute, Londres était une place financière éminente dans le monde, mais que peut-être qu'un jour, il y aurait une devise unique en Europe. Et deuxièmement, que certains des centres financiers se développeraient et développeraient des spécificités, comme par exemple Francfort, Paris, Stockholm ou autres. Et pour en revenir à la situation aujourd'hui, quelles sont les deux principales différences entre Paris et Londres qui font que le match n'est pas terminé, en quelque sorte? Eh bien, Paris est dans l'eurozone. Et nous avons remarqué que lorsque l'on parle aux autorités chinoises, lorsque l'on parle des questions concernant le RMB, ce n'est pas la même chose pour vous de négocier avec Paris en tant que membre de l'eurozone que Londres, qui est dans la zone sterling. J'ai bien reconnu que l'accord de swap qui est intervenu entre la Banque centrale européenne et la Banque de Chine est le double de l'accord qui existe avec la Banque de Chine, Banque populaire de Chine et la Bank of England. Vous avez considéré à la Banque populaire de Chine que nous sommes à même de pouvoir discuter entre l'eurozone et la devise RMB.
devise internationale RMB. Personne ne saura ce qui va se passer dans les mois à venir avec un référendum qui va se produire au Royaume-Uni. Ça, c'est une différence importante d'être au cœur de l'eurozone. Si vous considérez que les papiers financiers, les titres de créance des banques internationales, les banques internationales viennent ici pour développer leurs activités avec la Banque centrale européenne, car elles doivent avoir un pied dans l'eurozone pour avoir accès à ce marché. Et deuxième point et dernier point, la grande différence est que Paris est un centre d'affaires avec la présence des corporates internationaux. C'est la raison pour laquelle notre organisation s'est placée au premier rang de nos activités. Nous sommes beaucoup plus développés de Londres en termes que présence des grandes entreprises, des grands corporates. Ça nous donne une grande position au niveau européen. Et nous avons mis en place un comité conjoint avec la City de Londres pour travailler main dans la main avec eux, car la City s'intéresse à travailler avec nous. Nous avons davantage de corporates qui sont représentés ici. Et ça, c'est vraiment l'avenir de nos activités dans le secteur financier. Nous avons la présence de ces grands corporates. Donc, même si nous sommes un peu plus jeunes que Londres, que la place de Londres, eh bien, le dernier point que je ferai, c'est que dans le monde, au contraire de ce que le Financial Times songeait il y a 20 ans, il y a beaucoup plus de places financières qui sont réparties partout dans le monde maintenant. Et des centres émergents rapidement, par exemple Hong Kong, mais d'autres centres à Shanghai, à Dubaï, à Moscou, qui deviennent des acteurs importants également. Et l'objectif n'est pas seulement de considérer que c'est une concurrence pour nous, mais plutôt que nous pouvons coopérer et que de cette façon, tout le monde sera gagnant. Je crois que c'est un argument très intéressant, mais j'ajouterai quelques commentaires. Je crois que, parce que nous ne sommes qu'au tout début de l'internationalisation du renminbi, la question clé qui nous occupe, nous tous ici, c'est développer l'infrastructure qui l'étaye et de faire croître le gâteau pour tous. Je ne crois pas qu'il existe trop de concurrence directe entre les centres financiers. Et c'est précisément la raison pour laquelle la position de Hong Kong est particulièrement viable et intéressante. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de faire fuir les gens quand on parle d'activité en renminbi, on leur dit alors collaborons. Mais le premier forum de collaboration que nous avons développé, c'est avec Londres. George Osborne est venu à Hong Kong et nous avons développé la première plateforme de collaboration avec Hong Kong. Ensuite, l'Australie, autre plateforme. La dernière est celle que nous développons avec la France. Notre point de vue, c'est que pour les 10 années à venir, la tâche la plus importante que nous ayons à accomplir de manière collégiale, c'est de développer les liquidités collégialement. Ce serait le souffle même des banques qui donnera une issue positive pour toutes nos affaires, plutôt que de nous concentrer sur la concurrence, puisque chacun de nous avons nos clients, nous avons chacun notre avantage concurrentiel, chacun une activité de niche. Donc, préoccupons-nous de la concurrence après l'internationalisation du RMB n'est qu'à ses débuts. Voilà mon point de vue. Alors, j'aimerais maintenant vous soumettre la question suivante. C'est sur les obligations Dim Sum, c'est-à-dire celles qui sont émises à Hong Kong. Et ce serait la question numéro 2. Y a-t-il une stagnation des émissions sur les marchés des obligations Dim Sum à Hong Kong? Deuxième question, est-ce que... Alors, qu'est-il des Pender Bonds, c'est-à-dire des obligations émises à Hong Kong, mais en devise, donc étrangère, pas en renminbi? Est-ce que celles-ci entrent en concurrence avec les obligations émises à Hong Kong en RMB? Qui veut répondre? Anita. Bien. Ah oui, on devrait réfléchir à changer le nom de l'obligation Dim Sum quand le marché se développe. Peut-être qu'on devrait donner un nom un petit peu plus traditionnel que les obligations Dim Sum. Mais si on se demande s'il y a une stagnation des émetteurs dans le marché des obligations d'entreprise, je ne crois pas que si on prend un peu de recul, on ne voit pas pourquoi il y aurait de ralentissement si l'infrastructure est bien développée. Il n'y a pas de raison que ça
ça se produise, parce que quiconque voudrait émettre des obligations d'entreprise et profiter du marché dépendra des forces du marché. Les émetteurs viendront pour trouver des capitaux sur un marché dans lequel il y a un avantage concurrentiel et dans lequel il y a une garantie de développer leur activité. Alors, il y aura des tendances, il y aura, oui, bon, peut-être, il y aura certains segments ou moments dans lesquels soit les émetteurs, soit les acheteurs de ces obligations auront besoin d'une chose plutôt qu'une autre, mais je ne crois pas qu'il y aura vraiment un ralentissement. Je crois que ça dépend simplement de l'offre et de la demande. Si vous avez une bonne infrastructure, cela suffit. À Hong Kong, nous avons établi un marché d'obligations à taux fixe, aussi bien pour les émetteurs, les banques en tant qu'intermédiaires financiers, aussi pour les investisseurs. Et le renminbi et les obligations dim sum ne sont qu'un seul type des nombreuses obligations que nous émettons. Et parce que nous avons une bonne infrastructure en renminbi, nous pouvons soutenir le marché des obligations dim sum en renminbi. Alors, le marché des obligations en Chine maintenant. Pour les institutions financières qui vont en Chine et qui veulent émettre des obligations d'entreprise, ce marché se développe, s'élargit. Et pour une très bonne raison, c'est que la Chine est encore en train de développer son marché obligataire local. C'est un gros marché. Plus de 33 millions de milliards. Et le marché des obligations dim sum à Hong Kong ne pèse que 700 milliards. Vous voyez la comparaison. Donc ce n'est qu'une fraction de ce qui se fait en Chine. Le marché obligataire chinois. Le marché obligataire américain représente plus de 10 millions de milliards. Le développement du marché panda, des obligations panda, ça veut dire que la Chine va s'ouvrir encore et Hong Kong aura son rôle à jouer et en temps utile, nous devrons trouver une possibilité d'avoir un marché d'obligations fongible entre Hong Kong et la Chine. Donc, le marché des obligations panda et son ouverture sera bienvenue. Nous donnons tout simplement un plus grand choix de possibilités aux émetteurs, aussi bien qu'aux emprunteurs. Leur attractivité va dépendre de la convergence des taux d'intérêt et des différentiels éventuels entre offshore et onshore du Forex. Paul, un commentaire sur ceci? Oui, 2 commentaires. Je crois que la perception des obligations panda avec les obligations dim sum n'est pas tout à fait correcte. Il n'y a pas lieu de les comparer et de savoir si elles se ralentissent, les obligations dim sum. Non, je ne crois pas. Je crois que le marché a repricé les obligations dim sum à un prix plus raisonnable. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est qu'un investisseur qui a une addition, que ce soit sur une obligation Veolia ou Air Liquide, en plus du coupon de 4% qu'il va prendre, va également prendre 4% d'appréciation en renminbi. Donc, le marché a fait un repricing. Et évidemment, les attentes des investisseurs qui voient que ce n'est pas une tendance constante, il va faire un repricing spontané. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, le marché à Hong Kong est très particulier. C'est un marché très spécifique. C'est un vrai marché libre. Il n'y a pas de réglementation sévère. Et aujourd'hui, si vous voulez mettre une obligation panda, je crois que vous devez tout simplement remplir un document et espérer que ça se passe. Le marché est là, il y a la demande, il y a des investisseurs qui sont prêts à investir à un prix donné, et les émetteurs qui sont prêts à émettre les obligations. Et voilà, le contrat est passé. Donc je ne crois pas que les deux vont rentrer en concurrence. Mais avec la convergence future du marché et que tout le système va se libéraliser encore, donc il y aura une convergence. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme ce qu'a dit Norman, il n'y a pas de concurrence directe entre les deux produits, les dim sum et les pandas, qui sont totalement complémentaires. Autre question. Une question simple. Quels sont les avantages pour les entreprises françaises à avoir un système de clearing en RMB à Paris? Donc, on parle de l'infrastructure des marchés financiers, d'avoir une chambre de compensation à Paris en RMB. Denis, voulez-vous répondre à ceci?
En fait, le fait est que dès que vous développez des activités offshore et que les services sont prestés par des intermédiaires financiers, en renminbi, le clearing et la compensation entre les flux est une fonction importante. Et le plus vite c'est fait, le plus c'est sécurisé et le moins c'est cher, le mieux c'est évidemment. Donc, je ne veux pas rentrer dans une relation où je m'introduire dans la relation entre les institutions financières et les clients, mais évidemment ceci aura un impact sur ce que peuvent offrir les institutions financières à leurs clients entreprises. Avec ceci comme panorama général, un des développements les plus importants que nous avons vu se réaliser dans ce qui est des compensations des flux financiers au cours des 15 à 20 dernières années, c'est une tendance vers des mouvements structurés en temps réel et un système interbancaire comme RTGSE. Il y en a un à Hong Kong. Il y a eu plusieurs générations de ces chambres de compensation qui ont l'avantage de faire une compensation en temps réel avec une fonction de sauvegarde des liquidités. Je crois que c'est un élément important qui permet des transactions sécurisées, très rapides et des manières de faire une compensation entre les flux financiers, de ceci au bénéfice du client final. C'est un point général. Les banques vont développer ceci en plus d'autres institutions financières, mais ce n'est pas encore le cas. Nous n'avons pas mentionné la question des activités sino-africaines, les transactions commerciales entre la Chine et le continent africain. Et un des éléments clés pour les facilités de clearing ici, à Paris, c'est de faciliter le paiement des transactions commerciales entre la Chine et l'Afrique, puisque nous sommes dans le même fuseau horaire que l'Afrique. Donc avec le soutien des banques françaises qui sont bien implantées dans les pays africains, sachant que c'est une activité qui croît, je parle des transactions commerciales entre la Chine et l'Afrique. Donc les banques chinoises semblent être de plus en plus intéressées à travailler avec nous, banques françaises, sur ces questions, aussi bien sur le développement des relations commerciales avec les entreprises africaines et de s'assurer les facilités de clearing à travers la plateforme parisienne. Merci. Je crois que nous allons prendre une dernière question, puisque nous avons encore un petit peu de temps. Et la question est la suivante. Pouvez-vous ou pouvons-nous développer quels sont les avantages du point de vue temps et coût d'utilisation du renminbi plutôt que d'une autre devise, une devise étrangère? Anita, est-ce qu'on peut utiliser des investissements étrangers directs plutôt, ou est-ce que si vous utilisez une autre devise, comment renvoyez-vous les fonds et comment vous les convertissez-vous? Et comment ceci entre en concurrence avec l'utilisation du renminbi? Je vais essayer d'y répondre. Pour ce qui est des investissements directs étrangers, auparavant, il fallait utiliser des dollars américains. Par exemple, si vous êtes une entreprise française, que vous avez une activité en Chine, auparavant, vous devriez appliquer un quota qui vous permettait d'injecter des capitaux en Chine. Et la manière de les injecter était la suivante, c'est-à-dire vous utilisiez des euros ou des dollars et vous renvoyez les dollars ou les euros vers votre entité chinoise. Ils ont une entité à Shanghai. Une fois que la filiale chinoise reçoit les dollars ou les euros, elle les convertit ensuite en renminbi. Donc la conversion était une conversion qui était faite localement. Maintenant, quand vous gérez ceci d'un point de vue comptable, vous avez une exposition au risque du forex et la fluctuation des taux de change. Donc vous avez une exposition à ces risques et vous gérez la filiale chinoise en l'intégrant dans votre comptabilité générale et vous avez évidemment une conversion du dollar US en renminbi. Si vous arrivez à utiliser des renminbi pour faire les investissements directement, comme l'a mentionné Norman, depuis 2012, alors évidemment, vous pouvez investir directement en renminbi et utiliser cette devise pour le faire. Mais vous devez néanmoins avoir un quota. C'est un quota pour les investissements directs étrangers qui s'applique en renminbi. Ce que vous faites alors,
c'est que vous investissez directement des RMB vers votre filiale chinoise. Une fois que c'est crédité, disons que c'est à Shanghai, les RMB resteront là et vous pouvez ensuite utiliser votre capital en RMB pour investissements locaux en Chine, qui est également en RMB. Donc vous n'avez pas d'exposition au risque des taux de change, vous n'avez pas de risque structurel. Et en même temps, comme vous avez la capacité de lever des fonds en RMB offshore, vous pouvez utiliser des obligations. Donc vous avez des possibilités de financement à long terme à Hong Kong. Vous levez des capitaux en RMB à Hong Kong pour un taux ferme et vous les renvoyez vers vos opérations chinoises en RMB. Donc encore une fois, pas de décalage lié aux variations des coûts de change. Merci Anita. Je crois que ceci nous amène tout près de 4 heures et donc nous devons faire place nette pour la prochaine séance qui sera présidée par Nora, cette amie très chère. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. J'aimerais remercier tous les orateurs pour leur présentation extrêmement intéressante. Merci de respecter votre horaire. C'est une très bonne habitude. J'aimerais également remercier tous les participants à cette séance. Et nous allons maintenant applaudir chaleureusement nos orateurs. Merci.